Pour toi, il y a une bonne raison à ne pas stacker ses Ethers et à laisser dormir? Je pense pas. Quelqu'un qui ne stake pas va choper l'inflation de plein fouet. Nous, on est le plus gros mondial en fait. On a un peu moins de 5% du réseau sur Ethereum. Donc vous êtes le plus gros validateur aujourd'hui Indépendant. Alors tu as toujours les plateformes comme Coinbase et Binance qui sont devant nous. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque systémique, le fait que Lido quand même ils aient 90% du liquid staking, que ça représente 30% quand même du volume stacké sur Ethereum? Si, tout à fait. Parce que tu as un risque de smart contract. Si Lido se fait hacker, en fait c'est la sécurité d'Ethereum qui est à risque. Pour toi, c'est quoi un peu les bonnes pratiques pour staker comme un pro? Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quoi un peu les choses à faire et à pas faire? Ouais. Salut à tous et bienvenue sur Crypto Coulisses. Aujourd'hui, j'accueille Laszlo Sabo, qui est le fondateur de Kiln. Alors Kiln, c'est un des plus gros stackers sur Ethereum, et ça représente aujourd'hui 5% du réseau. Et on va voir ensemble tout ce que vous devez savoir si vous voulez faire du stacking sur Ethereum ou si vous en faites déjà. Avant que l'épisode ne commence, sachez que j'ai créé Fundlayer. Fundlayer, c'est un club deal pour investir dans des fonds crypto triés sur le volet. Et si vous voulez en savoir plus et recevoir les prochaines opportunités, je vous mets les informations en commentaire. Et c'est parti pour l'interview avec Laszlo. Salut à tous et bienvenue sur Crypto Coulisses. Cette semaine, on va parler de staking avec Laszlo. Laszlo, salut. Salut Gary. T'es CEO ou CEO de Kiln? CEO. CEO de Kiln, ouais. Est-ce que tu peux rappeler déjà ce qu'est Kiln? Ouais, Kiln, on est l'un des leaders mondiaux des récompenses sur les blockchains. Donc on offre du staking et de la finance décentralisée à des plateformes pour qu'eux-mêmes puissent offrir ce type de récompense à leurs clients. Ok. Alors on va parler de staking là dans cet épisode. L'idée c'est vraiment qu'à la fin de l'épisode, tout le monde soit un peu incollable sur le sujet et comprenne un peu tous les enjeux liés au staking. Déjà, est-ce que tu peux expliquer à quel point le staking, ça a été un peu une révolution pour l'écosystème crypto dans sa globalité? Ouais, le premier moyen de sécuriser les blockchains, c'est le mining, proof of work. Ouais. Et en fait, le staking apparaît à partir de assez tôt finalement dans l'histoire des blockchains. Dès 2011, 2012, on a des premiers projets qui essaient d'implémenter du proof of stake. Le principe du staking, c'est de dire le mining va dépenser énormément d'électricité pour valider les transactions d'une blockchain. C'est pas forcément scalable. Le nombre de transactions par seconde est souvent limité par le mining. Or, si on imagine que toutes les transactions demain seront sur des blockchains, il faut passer à un système plus scalable. Ouais. Et disons que les premières implémentations en production du staking, c'est Cosmos en 2018, 2017-2018, Game of Stake, Game of Zone. On a eu aussi Tezos en 2018 aussi. Ensuite Solana 2020 et Ethereum qui passe en staking fin 2021 et ensuite le merge qui se passe en 2021. Fin 2020 pour la Beacon Chain et le merge qui se passe en septembre 2021 si je dis pas de bêtises. Ouais, donc le passage de proof of work, donc preuve d'enjeu à proof of stake, donc de preuve de travail à preuve d'enjeu. Exactement. Donc le principe du mining, c'est qu'on sécurise des blockchains en dépensant de l'électricité via des GPU et des ASIC. Et avec cette puissance de calcul, on va pouvoir donc avoir une partie du hash rate, trouver le nonce de cette manière-là et valider les blocs et les transactions dans un bloc. Pour le staking, le principe, c'est de collatéraliser donc des assets qui sont les assets natifs d'une blockchain. Donc par exemple Ethereum en collatéralisant des Ethers. Et en échange de cette collatéralisation sur un validateur. Donc nous, on déploie justement l'infrastructure en tant que Kiln qui permet ensuite de valider les transactions sur la blockchain Ethereum. Donc en échange de cette collatéralisation, on a en proportion de ce qu'on a collatéralisé le droit de valider un certain nombre de transactions et en retour, on récupère une récompense. Okay. Et cette récompense, elle vient de deux choses. Elle vient des gas fees, donc quand toi tu m'envoies une transaction sur le réseau Ethereum par exemple, et une partie tu vas payer des gas fees, tu vas payer un impôt à la blockchain. Cet impôt il revient vers celui qui a validé la transaction, donc le staker. Et la deuxième source, c'est l'inflation. Donc tu as des nouveaux tokens qui sont créés tous les ans sur Ethereum, sur Solana, sur Cardano, sur toutes les blockchains proof of stake. Et ces nouveaux tokens, ils vont aussi à ceux qui ont staké. Yes. Alors souvent, alors pas souvent, mais parfois les gens peuvent faire l'amalgame entre staking et lending, parce que sur des plateformes d'échange type, je sais pas, Binance, Coinbase, peu importe, tu peux en fait prêter ton asset, enfin tu peux on va dire immobiliser ton asset, et donc parfois les gens comprennent pas que voilà, soit dans un cas tu peux le staker ou tu peux le prêter, mais les deux n'ont rien à voir en fait. Ouais, oui, l'analogie c'est de dire que tu
tu prêtes même si c'est pas vraiment un prêt, mais tu prêtes tes actifs numériques ou tes actifs natifs d'une blockchain au protocole pour l'aider à le sécuriser, à valider ses transactions, et en échange tu récupères une récompense. Effectivement, dans le prêt DeFi par exemple, dans la finance décentralisée avec Compound, Morpho, Spark, Venus, et j'en passe, tu vas prêter à une autre personne ou à une contrepartie via une pool, mais là en l'occurrence ta contrepartie c'est le protocole. Yes. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi le rendement qu'on peut espérer sur Ethereum, à peu près? Ouais, Ethereum, c'est ça fluctue en fait en fonction du volume de transactions sur le réseau. C'est assez c'est facile de déterminer l'inflation en fonction du nombre d'Ethereum, d'Ether qui sont stakés sur le réseau. Donc, tu es à un peu plus de 3% aujourd'hui. Ok. Et parmi le top 100 CoinMarketCap, tu penses que c'est lequel, celui qui a le meilleur rendement en termes de staking? En fait, il faut comprendre qu'il y a une récompense où il y a un intérêt économique pour des nouvelles blockchains qui se lancent, ou alors des anciennes blockchains qui ont besoin de se relancer, ça marche dans les deux sens, à grossir l'inflation. Okay. Ce qui est beaucoup plus soutenable, c'est d'avoir une majorité de la récompense demain qui vient des transactions du réseau. Donc, de dire il y a plus il y a de gens qui utilisent ce réseau, plus la récompense va être importante. Parce qu'il y a plus de frais de transaction. Plus de frais de transaction, c'est plus soutenable, et il y a moins d'inflation pour ceux qui ne stakent pas aussi. Donc c'est la planche à billets dans des États qui utilisent ce mécanisme et qui peuvent justement, on va dire, atteindre ou affecter l'économie. Ça existe aussi sur les blockchains. D'avoir une inflation de 20 à 30% sur une blockchain, c'est pas soutenable. Évidemment, c'est intéressant pour une blockchain qui se lance. Donc une nouvelle blockchain Proof of Stake, Cosmos, par exemple Chronos, qui est une blockchain Proof of Stake qui est gérée, qui a été lancée par Crypto.com, ils vont augmenter l'inflation dans un premier temps pour faire en sorte que beaucoup de personnes utilisent cette blockchain, ou beaucoup de personnes utilisent l'écosystème de finance décentralisée qui va se retrouver autour de cette blockchain dont la base est le staking. Donc par exemple Chronos, c'est un bon exemple. La récompense est élevée. On peut prétendre à plus de 12% d'APY, de rendement annuel. Après, ensuite, tu peux avoir Tezos. Donc ça, c'est un autre exemple d'une blockchain qui est une vieille blockchain Proof of Stake dont l'inflation était plutôt autour de 2%, 2% ou moins, me semble-t-il. Et ils se sont dit, tiens, on va réaugmenter l'inflation pour faire en sorte qu'on ait des nouveaux utilisateurs qui arrivent sur cette blockchain. Okay. Mais la plupart du temps, des blockchains assez matures, avec un nombre d'utilisateurs assez fort, vont avoir tendance à baisser cette inflation, et donc le rendement ou la récompense naturellement va baisser. Ouais, parce que aussi, qui dit augmenter l'inflation, ça sous-entend également que qui dit inflation dit dilution et donc baisse du prix du token, parce qu'il y en a plus en circulation. Ouais. Donc après, il y a cet arbitrage aussi à prendre en compte, dans le sens où tu vas avoir plus de tokens, mais ils vont valoir moins en fait. Ouais, tout à fait. Et par exemple, tu vois, Ethereum, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux imaginer que la fondation Ethereum, en ce moment, et l'écosystème Ethereum poussent à ce que la valeur des transactions soit plutôt sur les layers 2, parce que ça coûte cher de le faire sur un layer 1. Donc, ils ont toute cette stratégie de pousser vers Base, Arbitrum, Optimism, ces layers qui permettent de faire des transactions ensuite qui vont être inscrites sur Ethereum, mais à prix beaucoup plus abordable. Et donc, la valeur qui est captée via ces transactions-là est en train d'être distribuée ou en train d'être repoussée vers la layer 2 plutôt que le layer 1. Et donc, la récompense sur Ethereum est en train de baisser. Tu vois, c'était 20% au moment du lancement de Ethereum Proof of Stake. On est à 3%. On peut s'imaginer que ça baisse légèrement dans les mois ou les années à venir, et qu'il y ait plus de valeur de transaction ou de récompense à aller chercher dans les layers 2, qui, eux, lancent leur principe de staking. Ouais. Starknet qui lance son mécanisme de staking d'ici la fin de l'année, et les autres vont suivre. Arbitrum, Optimism, etc. Ok. Et aujourd'hui, quand un utilisateur veut staker, que ce soit ses Ethers ou d'autres cryptos, en fait, c'est quoi les opportunités qui s'offrent à lui? Moi, c'est ça que j'avais en tête. Donc, il y avait soit tu déploies ton nœud, mais bon, ça peut coûter de l'argent, parce que par exemple, dans le cas d'Ethereum, si tu as envie de lancer ton nœud, il faut avoir 32 Ethers, donc c'est un certain coût. Soit tu passes directement par un exchange,
un wallet peut-être. Plateforme, ouais. Une plateforme en tout cas. Soit tu passes par du liquid staking. On reviendra après sur ce que c'est. Est-ce que tu as d'autres options? Je te propose de détailler chacune d'entre elles. Bien sûr. Déjà, sur 32 Ethers, pourquoi 32 Ethers? Parce que 32 Ethers, c'est spécifiquement pour Ethereum. C'est un protocole qui est pur Proof of Stake. Donc, c'est-à-dire que tous les 32 Ethers, tu es obligé de déployer un validateur. Ce qui sera bientôt, d'ailleurs, plus vraiment le cas. On va y revenir. Sur les autres protocoles, Solana, Tezos, Cosmos, Cardano, c'est des protocoles, Cardano avec une virgule, mais c'est des protocoles et Tezos aussi, mais chaque protocole a ses spécificités, mais grosso merdo, c'est des protocoles qui sont DPoS, qui sont délégués de Proof of Stake, c'est-à-dire que tu peux envoyer vers un validateur, tu peux déléguer n'importe quel montant de tes tokens. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un validateur qui tourne ou toi-même de déployer ton validateur pour pouvoir staker. Sur Ethereum, c'est vrai que soit tu as des compétences techniques et donc tu vas toi-même faire tourner ton validateur, donc 32 Ethers, mais ça c'est compliqué. Ou même si tu as les compétences techniques, souvent tu n'as pas le temps de le faire. Ouais, parce qu'il y a la gestion, après la maintenance. Il y a la gestion, il y a la maintenance, il y a de la performance. En fait, il faut comprendre combien ça te coûte, combien tu gagnes. Nous, quand on fait tourner 48 000 validateurs, donc on a un peu moins de 5% du réseau Ethereum, on est des experts du staking, et donc souvent, les récompenses qu'on peut aller chercher sont à 5 à 10% plus importantes que le réseau. Parce que vous arrivez à trouver l'optimisation. Exactement. Parce qu'il y a une optimisation à faire, ce qu'on appelle sur les timing games. Donc, on va proposer le bloc. Là, on rentre dans un sujet un peu technique, mais on va proposer le bloc légèrement après la fenêtre où on va dire on va proposer le bloc en fin de fenêtre au moment de proposer le bloc. Donc, tu as de 0 à 4 secondes pour proposer ton bloc avant qu'il ne soit proposé par un autre validateur. Okay. Donc, nous, on va essayer d'être le plus proche des 4 secondes afin qu'on puisse bénéficier ou que nos utilisateurs puissent bénéficier de plus de MEV. Donc qui sont en fait des transactions qui vont être payées directement au validateur pour pouvoir mettre ces transactions en priorité dans le bloc. Et donc, ce qui fait que, pour revenir à notre sujet, si tu gagnes 5 à 10% de plus de récompenses par an en passant par nous, tu peux te poser la question, mais quel est l'intérêt pour moi, alors que j'ai la capacité technique de faire tourner mes validateurs, de le faire tourner en sachant que ça va me coûter de l'argent et je vais pas y trouver mon compte en termes de revenus. Alors que si je délègue à une société comme Kiln, je vais avoir plus de récompenses à la fin de l'année. Ouais. Je pense que ceux qui le font eux-mêmes, c'est peut-être par idéologie aussi, parce que ils veulent garder la mainmise sur leur crypto, et il y a ce délire de le faire tout seul, je pense. Et après, tu disais, en fait, finalement, les validateurs, ils sont en concurrence tous entre eux, donc les uns avec les autres, pour justement avoir le meilleur rendement possible et faire passer leur bloc en priorité. Et donc ça, c'est vraiment pour la partie validateur, et donc, pour la partie nœud. Mais tu peux aussi, donc on disait, passer par des plateformes. C'est vrai que les plateformes elles-mêmes, elles vont déployer des nœuds au même titre que vous le faites avec Kiln. Et donc, je sais pas, peut-être que Binance va avoir un nœud, Coinbase, Kraken. Donc ensuite, tu as deux types de plateformes sur lesquelles tu peux aller staker, soit les échanges, qui sont des plateformes custodiales, ou les wallets, qui sont des plateformes non custodiales. Sur les wallets, par exemple sur Ledger, qui est un bon exemple, soit tu peux te dire, j'ai 32 Ethereum, je vais aller via Kiln, staker mes 32 Ethereum, j'aurai mon propre validateur dans le cloud, c'est Kiln qui le gère, mais j'aurai accès à mon propre validateur, pour des raisons idéologiques, pour des raisons aussi de risque, de smart contract, etc. Soit tu dis, j'ai pas 32, ce qui est la majorité des gens, et donc dans ces cas-là, tu vas aller staker dans une pool que nous, on va te déployer, et on va mettre en commun, en fait, les fonds stakés de plein d'utilisateurs. Et ensuite, on va aller déployer 32 par 32 validateurs sous cette pool de smart contracts. Donc ça implique des smart contracts plus des validateurs qu'on déploie. Ça, c'est sur la partie non custodiale. Sur un échange, en fait, ils vont utiliser souvent nos API pour offrir du staking. Ils ont pas besoin, en fait, de smart contracts. Pas aujourd'hui, peut-être demain. Mais ils vont eux-mêmes pooler les fonds via un setup qu'on appelle Omnibus. Et ensuite, ils vont utiliser nos API pour pouvoir déployer des validateurs, ou nos API pour avoir l'information de combien a été staké, combien un client A va gagner en stakant sur l'échange, ce genre d'informations qu'on va lui
lui proposer ou qu'on va lui montrer. Une question que je me posais avec la Ledger, donc si tu prends ta Ledger et que tu stakes directement via ta Ledger, donc les fonds, les Ethers restent sur ton Ledger ou tu quand même ils sortent de la Ledger? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, ça dépend des protocoles. Sur la plupart des protocoles, Delegated Proof of Stake, c'est inscrit dans le protocole que tu crées ce qu'on appelle un staking account, un compte de staking. Et disons que techniquement, les fonds ne bougent pas de ton portefeuille, de ton wallet. Sur Ethereum, parce qu'il y a eu une mise à jour, en fait, les fonds techniquement bougent de ton portefeuille, de ton wallet, jusqu'à un smart contract de staking qui est audité par la fondation. Et c'est là où tous les fonds de staking, quand ils sont en fonction stakée sur Ethereum, vont. Donc là, aujourd'hui, je crois que c'est 80 milliards qui est sur ce contrat. Donc, il n'y a aucun risque, enfin, il n'y a pas plus de risque dans l'un ou dans l'autre. C'est plus des questions de taxation, c'est plus des questions, de temps en temps, certaines juridictions vont préférer en fait, le modèle delegated plutôt que le modèle Ethereum. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand toi, tu stakes avec ton ledger, et que tu es le seul à pouvoir unstake tes fonds. Techniquement, on est aussi capable de unstake tes fonds, mais en tout cas, tes fonds ne peuvent aller que dans ton wallet. Ils peuvent aller dans aucun autre wallet. Et pour venir sur un autre point que je trouve intéressant, c'est le fait de passer par un validateur vs déployer ton propre nœud. C'est vrai que quand tu passes par un validateur, tu prends quand même le risque que le validateur triche et donc tu te fasses slasher. Est-ce que tu peux d'ailleurs expliquer un peu la notion de slashing? Bien sûr. Le risque du staking, en fait, c'est le slashing. Et donc, ce à quoi répondait, on va dire, Proof of Work et Bitcoin, c'était ce principe de la double dépense, et que tu ne peux pas signer deux fois un bloc avec des transactions, et donc de faire une copie, en fait, de cette monnaie digitale. Via le mining, tu t'assures de cette sécurité avec de la puissance de calcul. Sur le staking, tu t'assures de cette sécurité avec un collatéral, donc le collatéral que tu as staké. Et donc, si tu valides bien les transactions, tu vas aller accéder à la récompense, les 3% ou les 15% selon le protocole. Si tu valides mal cette transaction, c'est-à-dire que si, notamment, par exemple, tu peux double signer, tu essaies de faire une copie de cette transaction ou de ce bloc. Et ensuite, dans quel but d'ailleurs de faire une copie En fait, c'est souvent... la plupart du temps, c'est des problèmes opérationnels. Même l'extrême majorité du temps, je ne crois pas avoir un exemple. Par exemple, sur Ethereum, depuis que ça a été lancé, il y a eu à peu près 3 millions de dollars ou d'euros équivalent slashés. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui est rien, en fait. Si tu compares au hack dans la DeFi, en 2022, on parle de 4 milliards, tu vois, donc ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on adore la DeFi et continuons à la propager. Mais c'est sûr que le facteur risque est de 1 à 1000. C'est rien à voir. C'est quand même très très peu risqué de staker. Donc, sur la majorité de ces 3 millions, l'extrême majorité, je crois que j'ai même pas de contre-exemple, ce ne sont pas des attaques au réseau, donc des gens qui vont essayer de double dépenser de manière criminelle ou de manière intentionnelle sur Ethereum ou sur d'autres réseaux de Proof of Stake, mais c'est principalement en fait des problématiques opérationnelles d'une société comme Kill. Donc nous, on touche du bois, on n'a jamais été slashé. On a d'ailleurs en fait pas mal de solutions qui nous permettent de jamais être slashés, donc ne jamais dire jamais, et on fait toujours très attention, mais avec la fondation Ethereum notamment, ou d'autres protocoles Proof of Stake, on met en place ce qu'on appelle des protections en fait, anti-slashing pour être sûr que jamais on vient à double signer un bloc, par exemple. Voilà, mais donc le risque est faible. Il faut savoir aussi qu'on est assuré. C'est-à-dire que nous, on est assuré jusqu'à 10 millions d'euros ou de dollars de fonds qui sont slashés. 10 millions, c'est littéralement 2 à 3 fois le montant qui n'a jamais été slashé depuis que, par exemple, Ethereum est devenu Proof of Stake. Et cette assurance, elle vient de qui, on travaille avec des assureurs ou réassureurs qui sont soit crypto ou non crypto. D'accord. Donc Aeon, Municre, qui en fait analysent le risque et qui en fait, c'est intéressant pour nos clients qui sont des consommateurs finaux. Par exemple via Ledger, mais c'est d'autant plus intéressant pour des grosses entreprises, des asset managers typiquement avec qui on travaille, qui vont vouloir être garants de limiter le risque. Hyper intéressant, donc les assureurs commencent à s'intéresser à la crypto et acceptent justement d'assurer ce type de produit, ce qui est plutôt de bon augure pour la suite, pour des produits un peu plus complexes. Tout à fait.
Ouais, ça, c'est les deux gros produits d'assurance en crypto, en tout cas dans les récompenses crypto, c'est évidemment le produit d'assurance staking et le produit d'assurance DeFi. Ouais. Et la DeFi, le risque qui vient souvent du smart contract et du risque systémique, impermanent loss ou alors DPEG d'un asset par rapport à celui qui est en collatéral dans un protocole DeFi, on pourra en parler. Mais donc c'est effectivement un marché très intéressant et je pense qu'il va y avoir des gagnants dans ce marché. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est quand même assez rare aujourd'hui d'aller sur un protocole DeFi et qu'on te propose une assurance pour assurer, par exemple, quand tu prêtes des fonds, qu'on assure ton prêt, en fait. Ouais, t'es très peu, dans la DeFi, tu es très peu assuré, voire quasiment jamais. Yes. Tout à l'heure, donc, on parlait des validateurs, des nœuds. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a plein de nœuds de validateurs sur le marché. Après, j'ai l'impression qu'il y a des leaders qui émergent, qu'on retrouve sur plusieurs blockchains différentes. Et qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur va choisir tel validateur ou tel autre? Moi, je vois 2 grands critères. Ça va être la performance et les frais qu'il va prendre. Ouais, tout à fait. Peut-être sa réputation aussi. Ouais. C'est un mix de tout ça. Alors, nous, on est le plus gros mondial, en fait. On a un peu moins de 5% du réseau sur Ethereum. Donc, vous êtes le plus gros validateur aujourd'hui Indépendant. Alors, tu as toujours les plateformes comme Coinbase et Binance qui sont devant nous. Ouais. Mais on est les plus gros indépendants, donc on est les plus gros pure players, disons comme ça. Et ensuite, et sur Ethereum, après, au global, on a 3% de tous les réseaux Proof of Stake, 5% sur Ethereum. Pourquoi ils nous choisissent nous plutôt que les autres? Parce que ce que tu disais, c'est la performance. Mais la performance et la commission, c'est lié, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, si tu as 10% de performance au-dessus du réseau, tu peux être à notre commission moyenne, elle doit être entre 5 et 10% selon les acteurs. Donc, si tu es 10% au-dessus, tu peux être à 0% de commission. En face, potentiellement, on sera toujours plus profitable. Donc, c'est à peu près le même sujet, tu vois. C'est combien tu prends de commission par rapport à ta performance. Et ensuite, c'est évidemment la sécurité, la réputation et la facilité à laquelle tu peux accéder à des offres de staking. Donc, tu es sur Ledger, tu cliques, c'est bon, tu as stacké, on te monte une dashboard qui te montre tes récompenses en temps réel. C'est beaucoup plus simple. Ça se fait en 2 clics. L'UX, c'est sympa. Ça joue aussi. Ça, c'est depuis Ledger Live ou depuis l'interface de Kiln Ouais, depuis Ledger Live. Pareil, on travaille beaucoup avec les wallets. Donc, je ne sais pas si tu utilises MetaMask, si tu utilises Trust Wallet, si tu utilises Crypto.com, DeFi Wallet ou Coinbase Wallet. Et en fait, quand tu stakes chez eux, souvent, c'est notre technologie qui te permet de staker n'importe quel montant très simplement. Et juste en quelques mots, donc on a parlé de nœuds, on a parlé de plateforme et on a parlé de liquid staking. Tu peux expliquer un peu ce que c'est le liquid staking Ouais. Donc le staking, en fait, c'est pas un produit de la DeFi, la finance décentralisée. C'est une récompense qui est au niveau du protocole. Sécuriser le protocole Proof of Stake pour en échange avoir des récompenses qui viennent des transactions et de l'inflation de ce même protocole. Le liquid staking, c'est une position tokenisée du staking qui va être liquide et qu'on peut réutiliser dans le reste de la DeFi. Donc, quand on stake ces assets, au niveau du protocole, on est locké pendant un certain nombre de temps. Selon le protocole, ça peut être 7 jours sur Ethereum ou 2 jours sur Solana, 21 jours sur Tezos. Et quand on utilise un protocole de liquid staking, on va avoir un token qui représente cet asset qui est locké. Et ce token, il est lui liquide et qu'on peut vendre dans le reste de la finance décentralisée. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est qu'on peut utiliser cette représentation de son asset qui est stacké dans des protocoles, par exemple, de lending. On peut le prêter ou on peut l'utiliser dans d'autres types de protocoles DeFi pour augmenter le taux de récompense qu'on va aller chercher à la fin de l'année. Ok. Et c'est vrai que donc on prenait l'exemple de Lido. Dans l'exemple de Lido, donc en fait on a l'ETH va devenir du STETH, donc c'est-à-dire un Ether stacké sur Lido. Après il y a même un WSTETH qui est en fait un STETH qui est wrappé pour qu'il ait toujours sa valeur de 1, même quand il y a du rendement qui va être généré grâce au stacking. Ouais. Par défaut, en fait, le STETH il va rebase, donc la valeur de ce qu'on a dans le portefeuille va augmenter, le nom de STETH va aussi augmenter en fonction des
récompenses qui vont être accumulées via le protocole, ce qui évite en fait de faire une transaction pour pouvoir réclamer ces récompenses directement au protocole. Sinon, tu devrais les réclamer chaque jour ou toutes les semaines. Exactement, ça coûterait beaucoup en gas fees. Donc, au lieu de ça, on a un STETH au début de l'année, à la fin de l'année, on a 1,03 STETH sur son portefeuille. Ce type de token s'appelle le A-token, donc c'est un type de token ERC20. Et en fait, pour que ce token soit supporté sur certaines plateformes de rendement, ou typiquement certaines plateformes de prêt et d'emprunt, on est obligé de le wrapper. Et c'est pour ça qu'on trouve du wrap STETH sur certaines plateformes. Ok, pour qu'il y ait toujours cette valeur de 1 et qu'il puisse toujours avoir la même unité et que tout le monde puisse faire des transactions avec, du lending, du borrowing et peu importe. Ouais, en fait, c'est principalement une question technique. C'est pour que ce token qui rebase peuvent être prêtés sur des plateformes qui ne vont pas par défaut supporter le fait qu'il y a un token dont la valeur augmente avec le temps. Ouais. Et à quel moment en fait tu récupères le rendement généré avec ce STETH? C'est qu'en fait tu repasses sur du STETH classique. Ouais, bah en fait tu veux dire wrap STETH versus STETH ou... Ouais. Parce qu'en fait, le STETH, il va prendre de la valeur au fur et à mesure. Donc, par exemple, hier, il valait 1, demain, il vaudra 1,0,1. Exactement. Alors qu'avec le WSTETH, aujourd'hui, il vaut 1 et demain, il vaudra toujours 1. Et donc, en fait, il y a quand même un rendement qui est accumulé avec ce WSTETH. Ouais. Et à quel moment, en fait, tu récupères ce rendement généré en fait, non, ton wrap STETH, pour moi, il aura toujours la valeur de ton STETH, donc il va continuer en fait à accumuler du rendement. Okay. C'est juste que ce système de wrapping va permettre de le prêter contre un USDC par exemple sur un protocole de prêt ou d'emprunt. Ouais. C'est la seule différence. Mais par contre, le sous-jacent, il continue à accumuler de la valeur, donc à 3% par an. Et effectivement, quand par exemple, tu arrêtes de le prêter, bah, tu vas avoir les 2% par exemple du prêt ou plus pendant la période que tu as prêté cet actif, donc en l'occurrence le STETH, et en même temps, tu vas avoir le rendement du staking qui s'accumule. Donc, je sais pas, disons 3%, 6% au total du fait d'avoir prêté un STETH ou un wrap STETH selon le protocole contre de l'USDC. Ok. Mais en fait, tu vas claim après ce rendement généré. Ouais. Ok, ouais, ça. Exactement. Ok. Bah, le liquid staking, ça a beaucoup plus de poids aujourd'hui dans le monde du staking. D'ailleurs, c'est quoi, tu penses, la répartition entre staking, on va dire, natif et liquid staking, les Lido, etc. Ça représente combien, quel pourcentage du milieu du staking à peu près Ouais. Lido, je crois qu'ils sont toujours un tiers du marché. Ouais. Donc, disons 33%. Et c'est les leaders incontestés. Les leaders incontestés, parce qu'en fait, tu as une valeur à la liquidité. Tu auras toujours vers l'asset le plus liquide quand il s'agit du liquid staking, et globalement, plus ou moins, dans toutes les narratives de la finance décentralisée, parce que tu as un risque de dépeg. Ce que tu as staké, disons un Ethereum, tu vas recevoir un ST Ethereum. Donc la représentation liquide de ton Ethereum que tu as staké, tu as toujours envie que ce ST Ethereum soit le plus proche de 1 pour 1 par rapport à l'Ethereum que tu as staké. Et pour que ça soit le cas, plus tu as de la liquidité, plus tu as de gens qui ont staké, et plus tu as des ST Ethereum qui sont sur les seconds marchés tradés, moins tu as de chances qu'il y ait une décorrélation entre l'asset staké et l'asset qui est représenté dans la DeFi, le STETH. Donc Lido, en fait, tu as une sorte de leader incontesté où tu as, je pense, 90% du marché du liquid staking sur Ethereum qui est géré par Lido, et ensuite 10% du reste, parce que tu vas toujours aller vers l'asset staké. Après, est-ce que je pense que ça dépend des protocoles. En fait, le liquid staking ne marche pas toujours selon certains protocoles. Il faut aussi que tu aies un écosystème DeFi important. Ouais, bien sûr. Pour pouvoir avoir un intérêt de toucher à du liquid staking, parce que souvent, déjà, c'est plus risqué, parce que tu as des smart contracts en plus, et potentiellement, tu peux ne pas avoir besoin de liquidité. Tu dis, en fait, moi, j'attends 3, 4 jours, 5 jours pour pouvoir vendre ma position stakée. J'ai pas besoin de liquid staking. Ok. Et d'ailleurs, les 10%, c'est quel autre acteur? Est-ce que je peux en citer d'autres?
T'as Rocket Pool, historique. Rocket Pool qui se veut un peu plus décentralisé. T'as 200 nodes opérateurs sur Ethereum, sur Lido par exemple, et t'en as quelques milliers sur Rocket Pool. Et ensuite, t'as une nouvelle narrative dont on pourra parler, qui est les liquid restaking, et qui prennent en fait des parts de marché si tant est que ça vient dans le marché du liquid staking. Et disons que grosso merdo, ça peut l'être. Et donc le liquid restaking, c'est quoi? On va parler de restaking ensuite, mais c'est le fait de pouvoir staker un asset, Ethereum. Cet Ether va être restaké. Et cette position de Ethereum restaké va être liquide. Ok, simplement. Enfin, simplement. Je vois l'idée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque systémique, le fait que Lido, quand même, ils aient 90% du marché du restaking, du liquid staking, que ça représente 30% quand même du volume stacké sur Ethereum? Est-ce que ça ne représente pas un risque systémique pour l'écosystème Ethereum, par exemple? Si, tout à fait. Parce que tu as un risque de smart contract. Si Lido se fait hacker, en fait, c'est la sécurité d'Ethereum qui est à risque. C'est 33% de la sécurité d'Ethereum qui est à risque. 33%, tu peux déjà commencer à faire... à attaquer le protocole d'une certaine manière. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des alternatives. Nous, on a pas mal d'alternatives. On pousse par exemple les plateformes à lancer leur propre token, leur propre Lido, si tu veux. Donc par exemple, je sais pas, un wallet qui aura envie de lancer son propre liquid staking token. Et on pousse aussi les institutionnels à tokeniser leurs validateurs. Parce qu'on dit que le pooling pour des institutions, c'est-à-dire quand tu mélanges les fonds d'une institution A à une institution B, le régulateur souvent n'aime pas ça. Il préfère que tu aies des fonds ségrégés. Selon les juridictions. Exactement. Exactement. Et donc nous, on tokenise en fait la position de ton validateur. Tu as staké 32, et on va te donner un NFT qui représente ton validateur. Et au lieu de unstaker, tu vas trader ce validateur qui va te permettre d'avoir de la liquidité à plus liquide que sinon tu aurais attendu 7 jours. Ok. Et d'ailleurs, vous bossez avec des plateformes d'échange type Coinbase, Kraken, etc. Enfin, comment ils font pour faire du liquid staking? Comment ils s'y prennent? Enfin, si demain ils devaient en faire, comment ils proposent du staking? Enfin, est-ce qu'ils passent par des solutions existantes comme la vôtre? Oui, ils font, c'est du fait maison. Ouais. On travaille, la plupart du temps. Donc, en fait, on travaille avec globalement les plus gros échanges, les plus gros wallets, les plus gros custodians de la planète. Ok. Donc en échange, on travaille avec Bitpanda, par exemple, en Europe, qui est assez connu, Bitvavo aussi, Crypto.com, Binance US. Kraken et Coinbase, ils ont racheté des sociétés à l'époque concurrentes à la nôtre. Donc ils font ça en interne, mais par exemple, Coinbase nous utilise pour pouvoir offrir du staking sur leur wallet, parce qu'ils n'ont pas de solution de smart contract qui le permettent, donc ils vont faire tourner les validateurs, mais ils utilisent la solution de smart contract, le middleware qu'on leur offre au-dessus. Kraken nous utilise parce que ils ont un custodian B2B, et donc ils offrent un service de nœud, mais par contre ils offrent une alternative qui est Kill, parce qu'on est proche de leur équipe, etc. On les a aussi comme investisseurs. Donc, et après on les échanges, et ensuite sur les wallets, on travaille avec 50% des 50 plus gros wallets de la planète, 80% du top 10, 100% du top 5, donc MetaMask, Coinbase Wallet, Ledger, Trust Wallet, et j'en passe. Et après, sur les custodians, on travaille avec les principaux custodians aussi. Quand tu es une société et que tu as envie de sécuriser tes actifs, comme par Fireblocks ou DFNS en France, ou BitGo en Corrège, Xtrust, etc. Ils utilisent nos solutions pour pouvoir offrir du staking à leurs clients. Ça marche. Pour toi, c'est quoi un peu les bonnes pratiques pour staker comme un pro? Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quoi un peu les choses à faire et à pas faire? Comprendre le risque, dans un premier temps. Staker en direct sur un validateur versus utiliser du liquid staking, le risque est différent. Staker en direct, liquid staking et le restaking, un autre risque additionnel. Et ensuite, connaître la société avec laquelle on stake, je pense que c'est important. Savoir qui sont... Bon, après, ça va peut-être un peu loin. Peut-être tout dépend aussi du nombre d'assets ou de la valeur des assets qu'on a à staker. Mais en tout cas, connaître les équipes, connaître qui fait le produit, ça a du sens. Les audits aussi. Et pour toi, il y a une bonne raison à ne pas staker ses Ethers et à laisser dormir? Je pense pas. De par l'inflation déjà naturelle. L'inflation naturelle. Donc évidemment, quelqu'un qui ne stake pas va choper l'inflation de plein fouet. Et en plus, de par le risque qui est minime, on va dire.
encore une fois, 3 millions d'euros, dollars ont été slashés depuis le lancement de la chaîne Ethereum. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de raison très intelligible de ne pas staker. Yes. Et toi, en termes de staking, c'est quoi ta stratégie Ouais, moi, je stake en direct via nos produits. Okay. Et ensuite, je fais un peu de liquid staking avec une stratégie lending, donc assez basique, mais bon, ça fonctionne. Et là, j'ai un peu participé au protocole de restaking. Ok. Bon, on en parlera d'ailleurs dans un prochain épisode, c'est une très bonne transition. Merci beaucoup Laszlo. Donc, on a parlé aujourd'hui de staking. C'est vrai qu'on a vraiment dégrossi un peu tout ça. Et l'idée, c'est de faire un prochain épisode aussi très prochainement. On va parler de restaking avec Eigenlayer, Symbiotic, Babylon, Karak, tout comprendre, un peu démystifier ce nouvel univers qui s'offre à la DeFi et qui est à mi-chemin entre le staking et la DeFi. Ouais. Merci Gary. J'espère que j'ai pas trop perdu les utilisateurs, mais je pense pas. Merci à toi. Merci.